C'est quoi une pierre de Kyoto? Une vraie, une naturelle, hein. Une pierre qu'on extrait encore aujourd'hui à la main, dans les collines autour de Kyoto, comme on le fait depuis des siècles. Ces pierres viennent d'anciennes mines, souvent tenues par des familles depuis plusieurs générations. Elles se sont formées dans les couches sédimentaires, comprimées pendant des millions d'années. Chaque strate, chaque veine raconte une histoire. Quand on les extrait, c'est pas à la pelleteuse, c'est à la scie, au burin, à la main, parce qu'il faut respecter la pierre et la lire. C'est ça qui rend chaque pierre unique. Sa texture, sa couleur, sa finesse, tout dépend du sol, de la profondeur et même du moment où elle a été prélevée. Une fois taillée, polie et préparée, ces pierres deviennent un outil d'exception. Les artisans l'utilisent pour affûter leurs ciseaux, leurs rabots, leurs couteaux avec une précision folle, jusqu'à obtenir un fil miroir. Ohayou gozaimasu les amis. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on la prépare, comment on lui fabrique un socle et comment on applique la laque traditionnelle. Bref, un petit voyage dans l'artisanat japonais à travers la culture japonaise. Pour ma part, je l'ai acheté l'année dernière pendant le road trip avec Nathan justement au Kazulokai, le fameux concours de rabots des artisans japonais. Et là-bas, au milieu des copeaux qui volaient, j'ai craqué pour cette pierre, une pierre naturelle de Kyoto. J'ai directement voulu commencer par affûter mes ciseaux, mes rabots, etc. Mais ce n'était pas la bonne méthode à faire. Tout d'abord, je me suis un peu renseigné, j'ai un peu fouillé dans les étagères de mon maître et puis j'y ai vu sa pierre justement de Kyoto. Et je la voyais sur un socle et toute noire. Donc je me suis posé des questions et je suis allé lui parler. Je lui ai demandé pourquoi. Et c'est là où il m'a raconté une histoire. Si tu fais vraiment bien les choses jusqu'au bout, alors ce travail-là, il doit durer 10 jours. Et donc il lui pose la question, mais pourquoi 10 jours? Parce que pour bien protéger une pierre, il faut 10 couches de laque, la fameuse laque japonaise. Et à chaque couche, il faut tirer doucement, laisser sécher et recommencer. C'est pas juste du travail, c'est un rythme, un respect du temps, une manière de dire je fais ça pour durer, je prends soin de ce que je fais. C'est aussi ça l'esprit japonais dans l'artisanat, aller jusqu'au bout même si ça prend du temps. Parce que c'est pas juste un outil, c'est une manière d'être. Et donc me voilà tout de suite parti aller chercher un morceau de bois pour mon socle. Une pierre comme ça se respecte. Et pour la protéger, rien de mieux qu'un bon socle. Donc tu peux en faire une toi-même en bois sec, idéalement un bois japonais comme le hinoki, mais n'importe quel bois dur, bien sec, peut faire l'affaire. Pourquoi un socle? Ça protège la pierre, ça absorbe l'humidité et surtout ça rend l'affûtage beaucoup plus confortable. Tu fixes la pierre avec un peu de résine époxy et c'est parti pour des années d'utilisation tranquille. Et sur ce, je te laisse avec la fabrication de mon socle pour cette pierre avec un bon bois sec, 2-3 coups de gouge et un peu de rabot. On fait ça dans les règles de l'art à l'ancienne pour rester dans la tradition. Comme tu vois en haut à gauche, je prépare un mélange avec 80% de laque japonaise et 20% de diluant. Je mélange bien, puis j'applique une couche fine et régulière. Et donc c'est parti pour la première couche. Il y a quelques années de ça, des pierres du Kyoto analysées en labo pour leur composition unique. Ce que j'ai découvert récemment, c'est que certaines universités japonaises, comme Kyoto University ou Gifu, ont commencé à analyser un petit peu scientifiquement les pierres naturelles d'affûtage. Mais là tu vas me poser la question, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi? Tout simplement parce que ces pierres contiennent une composition minérale ultra précise formée sur des millions d'années. Les chercheurs ont trouvé qu'elles étaient riches en silice amorphe, en diamoté fossilisé que je vous parlerai plus tard, et qu'elles avaient une granulométrie presque impossible à reproduire artificiellement. C'est pour ça que même avec toutes les pierres synthétiques modernes, on n'a jamais réussi à copier parfaitement la sensation d'affûtage d'une pierre naturelle de Kyoto. Et donc résultat, ces pierres ne sont pas seulement des outils, mais ce sont des vrais objets d'étude scientifiques. Je passe à la deuxième couche.
Si vous avez déjà acheté une pierre de Kyoto ou même une pierre synthétique, vous avez sûrement déjà vu une petite pierre avec. Ça s'appelle les nagura, les pierres pour faire une boue abrasive. Dans l'affûtage japonais, on utilise souvent une petite pierre qu'on frotte sur la grande. Elle s'appelle nagura. Elle sert à créer une sorte de boue ultra fine qui augmente le pouvoir abrasif de la pierre. Certaines nagura sont spécifiques à chaque type de pierre. Et il y en a même qui sont plus chères que la pierre elle-même. Et je peux enfin passer à la troisième couche. Et d'ailleurs, certaines pierres valent plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Tu peux trouver des pierres de Kyoto vendues à 100 ou 150 euros, mais les plus belles, bien plates, sans fissures, avec une boue riche et homogène, elles partent parfois à plus de 1000 euros, 10 000 et même 100 000 euros. Ce sont des pierres de collection, réservées aux maîtres ou aux collectionneurs. Il n'y a pas de problème, si tu es débutant, tu n'es pas obligé de débourser 100 000 euros pour ta première pierre. D'ailleurs, très peu de personnes ont les moyens. Allez, plus que 7 couches. Le savais-tu, à l'époque d'Edo, les samouraïs affûtaient leurs lames sur ces pierres. Et ouais, à l'époque des samouraïs, on utilisait déjà des pierres naturelles pour entretenir les katanas. Sauf que pour une lame de sabre, il fallait plusieurs pierres, parfois plus d'une dizaine, avec des grains de plus en plus fins. Certaines étapes étaient même réservées à des maîtres spécialisés qu'on appelait togishi. Leur travail durait plusieurs jours par lame. Nous sommes maintenant à la 5e couche. Au Japon, beaucoup d'artisans prennent l'affûtage comme un vrai rituel. T'as pas juste une pierre, t'as ton bac à eau, ton chiffon, et surtout on te fout la paix, ton silence. Il y en a qui commencent leur journée d'atelier par ça, 10 minutes d'affûtage pour se concentrer et leur poser leur esprit. C'est un geste lent, répétitif, mais presque méditatif. Ce que peu de gens savent, c'est que les pierres de Kyoto sont composées de couches de sédiments marins, riches en diatomées fossilisés. Ces micro-organismes sont ultra fins et c'est ce qui donne à la pierre sa capacité à polir, presque comme un miroir. Donc ouais, t'es littéralement en train d'aiguiser ton rabot avec des micro-fossiles vieux de millions et millions d'années. J'ai terminé la 5e, passons à la 6e couche. Je passe maintenant à la 7e couche.
Et pour finir, il existe des fausses pierres naturelles. Depuis que la demande a explosé, surtout en dehors du Japon, certains vendent des pierres soi-disant naturelles, mais qui sont recomposées ou issues de couches pauvres. Donc faut faire super gaffe, si tu veux une vraie, vaut mieux passer par directement un artisan ou un vendeur très connu. Ma pierre, je l'ai choisie directement au Keizo-Lokai, les yeux dans les yeux avec le vendeur, et j'ai même pris une photo, donc ça c'est sûr, elle est vraie. Fais bien attention si t'es très intéressé par les pierres de Kyoto et que tu aimerais en avoir une, imaginons par le biais d'internet, il faut faire attention. Puis la 8e couche. On peut dire que chaque mine a plus ou moins sa personnalité. Les pierres portent souvent le nom de la montagne ou de la mine d'où elles viennent, comme Nakayama, Ohira ou Shobudani. Et chaque mine a ses caractéristiques, plus ou moins dures, plus fines, plus granuleuses. Certains artisans ne jurent que par une seule. C'est un peu comme les couteaux de cuisine, chacun a sa lame fétiche, bah là c'est pareil mais avec les pierres. Allez, plus que 2 couches. Petite anecdote, tu sais que la plupart des mines des pierres naturelles autour de Kyoto sont fermées aujourd'hui. Certains ont été exploités depuis l'époque Edo. Mais entre la modernisation, la rareté et le coût, beaucoup ont arrêté. Résultat, les vraies pierres naturelles deviennent rares et très chères. Et donc, celles qui restent viennent de stocks anciens ou parfois de petites extractions contrôlées. Et la couche finale. Petite info supplémentaire, l'eau utilisée a une énorme importance. Traditionnellement, certains artisans japonais utilisaient l'eau de pluie ou de source pour affûter. Pas par snobisme, mais parce que l'eau douce, sans calcaire, respecte mieux la pierre. Dans les anciens ateliers, il y avait souvent un petit seau en cuivre suspendu pour faire couler l'eau doucement sur la pierre pendant l'affûtage. Et donc voilà, ma pierre est prête, le socle est là et la laque a enfin séché. C'est plus qu'un outil maintenant, c'est un petit bout de tradition que j'ai eu la chance de ramener du Japon. Et tu vois, dans ce genre de geste lent, précis, il y a quelque chose de plutôt fort. C'est simple, mais ça fait du bien. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc si t'as aimé, partage, commente, ou mieux, essaye par toi-même. Et donc à bientôt pour d'autres découvertes culturelles. Matane.